Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter donc la thématique que nous développons au laboratoire donc depuis un certain nombre d'années autour de la combustion des métaux sous atmosphère d'oxygène pur et en particulier donc l'étude de l'allumage sur des métaux donc par un dépôt contrôlé d'énergie laser. Donc nous le PIM à la base, le groupe laser, on est plus sur les procédés laser. Et donc on a un petit peu décliné donc l'utilisation de laser comme un dépôt d'énergie contrôlée pour étudier donc ces effets d'allumage donc de métaux en présence d'oxygène pur. Donc, sur cette thématique, on est au sein du laboratoire principalement 3 personnes ont travaillé sur le sujet. Donc, Morgan Dahl, donc, qui va intervenir après donc, sur la partie numérique, Rémi Fabreau, donc, un collègue donc, qui est directeur de recherche émérite, et puis moi-même. Donc, et puis on travaille avec les collègues du campus Innovation Paris de chez Air Liquide, donc, qui sont basés au loges en Jaujas. Hop. Alors, est-ce que vous arrivez là? Essayez de voir pourquoi ça avance pas. Excusez-moi. Ah ouais. Voilà, donc cette thématique donc sur la combustion des métaux à l'atmosphère d'oxygène pur donc intéresse principalement la sécurité des installations industrielles où on va retrouver des systèmes métal-oxygène, donc qui concernent tout ce qui est la production d'oxygène, le transport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène, parce que bon, il y a de temps en temps, on l'entend effectivement dans la presse des retours d'accidents qui peuvent survenir jusque dans des hôpitaux ou à la simple ouverture d'une bouteille d'oxygène, on peut avoir un départ de feu. Alors la principale problématique suite à un accident, c'est que il est extrêmement difficile de remonter à l'origine de l'accident parce que l'installation a été brûlée, elle a été plus ou moins largement détruite, et donc c'est très difficile de remonter, de trouver les origines et qu'est-ce qui a conduit à ce qu'une combustion démarre avec des dégâts qui peuvent être plus ou moins importants. Donc ce sont des incidents qui sont, bon, heureusement, restent rares quand même, mais qui peuvent être potentiellement destructeurs avec éventuellement des pertes de vie humaine. Donc, les causes d'allumage sont multiples et complexes, donc ça c'est là où il y a des grosses inconnues. Et de même, tout ce qui fait que pourquoi une combustion qui a démarré va se propager ou ne pas se propager reste aussi assez mal maîtrisé. Il y a donc un très gros intérêt donc, de toute la profession de ce qui s'appelle les gaziers, donc sur la compréhension de ces phénomènes, pour essayer de traduire ça donc en recommandations et en normes qui pourraient potentiellement être applicables et utilisables dans le design des installations. Sachant que donc l'un des soucis, enfin, des limitations, c'est que les tests actuels, en général, ne prennent en compte que l'aspect propagation, c'est-à-dire qu'une fois que l'accident a démarré, on va classer les métaux en fonction de leur propriété à brûler ou ne pas brûler. Donc, comme je disais, donc ça intéresse donc fortement l'industrie. Donc, ça fait très longtemps que l'industrie s'intéresse à ces problèmes-là. Donc, il y a des tests de référence donc, qui avaient été mis au point, qui sont issus de la NASA, du programme, en particulier du programme Apollo, et puis donc en particulier de l'accident de Apollo 11, où il y avait eu un feu en présence d'oxygène. Et donc, ils ont commencé à s'intéresser un peu plus à justement classifier les métaux, savoir comment ils brûlent, un peu, beaucoup, passionnément, en fonction des conditions d'utilisation. Alors, la limitation actuelle, c'est que les tests existants, donc il y a un test qui s'appelle le PIT, sur lequel on reviendra, qui est un allumage pyrotechnique, donc avec un dépôt d'énergie qui est assez peu contrôlé. Il y a des tests où on fait tomber une bille sur une éprouvette qui va être dans un bain d'oxygène liquide pour avoir l'effet d'un choc sur un allumage. Il y a des jets de particules également, mais le gros défaut de tous ces tests, c'est qu'il y a donc une forte incertitude et une méconnaissance un petit peu de l'énergie qui est réellement absorbée par le matériau et qui va conduire à une combustion. Et la plupart notre limitation, c'est que tous ces essais sont faits donc en conditions statiques, c'est-à-dire il n'y a pas de flux de gaz, donc ils sont assez éloignés des conditions réelles d'utilisation, et donc il y a peu de maîtrise de l'énergie déposée. D'où l'intérêt d'évaluer un allumage donc par un dépôt d'énergie laser qui permet d'avoir un contrôle très fin du dépôt d'énergie. On peut aussi caractériser le coefficient d'absorption et donc savoir exactement quelle est la quantité d'énergie qui rentre dans le matériau. Et l'autre avantage, c'est qu'on peut à la fois étudier l'allumage et la propagation. Donc, c'est des travaux qu'on mène depuis environ une quinzaine d'années, donc en collaboration avec Air Liquide, et donc qui a conduit en 2018 à la création du laboratoire commun, donc matériaux haute température, environnement gazeux et oxygène, dont la finalité est
de comprendre les mécanismes qui peuvent mener à une perte de confinement, puis ou pas, donc suivant les conditions, une propagation de la combustion dans cette installation. Alors les hypothèses qu'on avait commencé à émettre donc sur l'origine d'un allumage d'une combustion, c'est que bon, là, la première, il faut que, bien évidemment, le triangle du feu soit refermé, donc il faut la présence donc d'un comburant, donc l'oxygène, d'un carburant, d'un combustible, donc le métal massif. Donc ça, c'est les deux forcément dans une installation de production ou d'utilisation. Donc on a déjà ces deux composants. Et donc il faut absolument éviter ou minimiser l'effet d'une charge thermique qui va venir refermer ce triangle du feu et démarrer une combustion. Alors les soupçons donc de charge thermique potentielle, ça peut être des particules en déplacement qui par impact vont transférer de l'énergie à un substrat, des frottements, de l'énergie électrostatique, une compression adiabatique qui fait que on peut donc refermer ce triangle du feu. Alors une des hypothèses qui avait été émise, c'est qu'on imagine que quelque part dans une installation, il y a un petit amas de poudre qui s'accumule, donc en présence d'un flux d'oxygène, un petit dépôt d'énergie, parce qu'en fait il faut très peu d'énergie pour démarrer la combustion de poudre, on y reviendra également. Donc on va démarrer la combustion de cette poudre qui en brûlant va libérer de l'énergie, éventuellement commencer à faire fondre le substrat, transférer de l'énergie au substrat, le fragiliser et conduire donc jusqu'à une perte de confinement. Et à partir du moment où on a une perte de confinement, on a un flux de gaz donc, qui sort et qui va conduire à la propagation de la combustion sur l'installation. Et voilà, donc les principales questions donc, qui sont liées à ces aspects sécurité, donc c'est déterminer les conditions d'allumage de pièces massives, donc en fonction du matériau, de la pression, de la température, de la vitesse du gaz dans l'installation, et comprendre les mécanismes donc, qui sont mis en jeu pendant la combustion elle-même et pendant la propagation. Et également, donc, évaluer l'effet de la configuration donc, géométrique de la pièce et de son design en fonction donc, de la pression, du flux d'oxygène, température et de la composition chimique des alliages qui sont utilisés. Alors les premiers résultats qu'on avait obtenus donc, dans le cadre d'une thèse qui avait été réalisée au début des années 2010 donc, avaient permis de comprendre un petit peu mieux les mécanismes donc, de mise en place d'un allumage. Donc on avait déterminé donc, 3 phases. Donc une phase avant l'allumage donc, où on va avoir un chauffage, un dépôt d'énergie qui va conduire à l'échauffement du matériau. Éventuellement, donc apparition de la combustion locale, ce qu'on appelle combustion interne, donc qui va fragiliser l'installation et amener à une perte de confinement, donc la rupture, qui va conduire donc à la combustion externe et la propagation. Donc les 3 points importants donc, sur lesquels on va revenir. Donc ça porte donc, sur l'évaluation du dépôt d'énergie laser donc, comme source d'ignition, savoir quelles conditions font, quelle est la quantité minimale d'énergie qui va faire qu'on va avoir une combustion qui va démarrer et s'auto-entretenir donc sur une éprouvette mécanique. On a continué donc avec une approche thermomécanique du percement d'une paroi, donc qui avait en fait pour but, parce que donc on a considéré que le dépôt d'énergie laser était un bon moyen pour évaluer les conditions d'amorçage d'une combustion. Mais on a quand même cherché aussi à vérifier que c'était représentatif de ce qui pouvait être rencontré dans une installation réelle. Et la troisième étape, donc, c'est la propagation, donc sur une géométrie simple. Donc ça, c'est ce qu'on a sur la vidéo qui est présentée et qui tourne là, où on a la combustion d'un barreau. Donc on a allumé, on a fait un petit peu de dépôt d'énergie laser sur le haut du barreau. On a démarré donc la fusion, et puis celle-ci est auto-entretenue, et on voit donc la combustion qui se continue. Alors, un des défauts de cette configuration, c'est que comme par gravité, le bain liquide tombe, il a tendance à réallumer des feux secondaires plus bas sur le barreau, et donc ce n'est pas forcément la meilleure géométrie pour étudier la propagation. Alors, pour étudier finement donc, ces phénomènes, donc, on a développé des outils expérimentaux pour en particulier être capable de remonter à la température du matériau pendant les phases d'allumage. Donc, on avait mis au point donc, des techniques de pyrométrie à base de caméras rapides. Comme on avait trop de température, on peut utiliser des caméras visibles donc, et des caméras rapides donc, qui permettent de suivre l'évolution en température pendant la phase d'allumage et pendant la phase de propagation.
Donc avec deux techniques, donc une technique à base d'une caméra donc de champ qui permet d'avoir une mesure de champ et une mesure avec un spectromètre qui est ponctuel mais qui permet d'avoir une estimation de l'émissivité pendant la combustion. Donc les avantages et inconvénients sont rappelés là. Donc le pyromètre spectral, donc, où on est indépendant de l'émissivité, et on peut suivre son évolution, donc suivant les phases des liquides en présence. Donc on a une mesure moyenne et intégrée, alors qu'avec la caméra, donc, on a une mesure 2D haute résolution, avec des fréquences d'acquisition assez élevées, mais où il faut avoir donc une estimation de l'émissivité qui soit à peu près réaliste. Donc dans les premiers résultats qu'on avait mis en place, donc on avait également qu'on avait obtenu, donc on avait déterminé en fait les conditions d'allumage en fonction de différents chargements thermiques. Et la conclusion à laquelle on est arrivé, c'est que donc l'apparition de la combustion en fait se traduit par un saut de température donc au moment où la combustion démarre, qui se situe pour les métaux ferreux autour de 1700 degrés K. Et donc on va avoir après donc l'apparition de la combustion, donc après ce saut de température, donc une combustion auto-entretenue. Alors un autre effet intéressant, donc c'est l'effet du dépôt d'énergie, où en fait on va avoir, puisqu'en fait il faut arriver à avoir un petit volume de métal liquide, et en fait en fonction de la manière dont on dépose l'énergie, soit un dépôt d'énergie long à basse énergie, ou un dépôt d'énergie court à haute énergie, ne va pas forcément avoir le même effet. Donc de cette manière, on a pu déterminer une espèce de courbe en dessous de laquelle, donc si le dépôt d'énergie reste inférieur à ça, on ne va pas avoir allumage de la combustion. Et si on est au-delà, donc on va avoir apparition de la combustion. Donc la conclusion, donc, c'est qu'à la pression atmosphérique, l'allumage des métaux ferreux donc, va être contrôlé par une température de transition, donc fusion ou fragilisation donc, des oxydes protecteurs. Et ça c'est une autre conclusion, donc c'est que c'était peu dépendant des présences de soufflage de gaz ou pas. Et l'énergie d'allumage donc correspond à l'énergie nécessaire à élever le matériau jusqu'à une température de transition, donc qui varie en fonction du couple énergie et temps de maintien. Donc la deuxième partie sur laquelle on s'est intéressé, c'est quelles sont les conditions qui vont mener à une perte de confinement. Donc le percement d'une paroi, donc c'est une approche thermomécanique. Donc les hypothèses à l'origine d'une perte de confinement sont de trouver une énergie qui est suffisante pour fragiliser la paroi. Donc une des hypothèses donc on avait imaginé, donc c'est l'accumulation d'un amas de particules. Cet amas de particules va s'allumer par une petite charge thermique, électrique, mécanique, donc qui va démarrer la combustion de quelques graines de poudre, conduire à la combustion de l'amas total de poudre qui va transférer son énergie dans le substrat et conduire donc à la rupture. Alors pour ça, bon, Morgane reviendra dessus plus en détail, mais on a eu une approche donc simplifiée pour avoir un modèle numérique qui permette de simuler un petit peu tout ça, donc qui est confirmé par des validations expérimentales. Et donc l'idée donc c'est une approche simplifiée donc sur un disque plan où on considère que le dépôt d'énergie, le diamètre sur lequel le dépôt d'énergie est réalisé est grand par rapport à l'épaisseur de la paroi et lui-même petit donc par rapport au diamètre du tube. Et donc on a simplifié ça donc sur une approche sur un disque sur lequel donc on applique un champ de pression et un champ de température. Donc on a ainsi une approche 2D axisymétrique avec une source de chaleur donc qui est le laser, donc qui permet un contrôle précis, mais où la question de sa représentativité reste posée. Donc pour ça, on avait développé une installation expérimentale donc à base d'une enceinte dans laquelle on pouvait soumettre donc l'éprouvette à un champ de pression et de température et une mesure de température et du déplacement donc qui permettait de suivre son évolution pendant le chargement thermique et mécanique. Donc les premiers résultats, donc ça pareil, Morgane reviendra plus en détail dessus. Donc ont permis de valider donc le modèle puisqu'on a un suivi donc du chargement thermique et mécanique
donc qui est relativement correct, donc avec des chargements donc de température, oui, qui peuvent être des rampes de température ou de même des rampes de pression. Donc la question qui se posait, c'était est-ce que notre chargement thermique à base de laser était représentatif de ce qui se passait dans la réalité. Donc pour ça, on a essayé d'estimer quelle était l'énergie qui était délivrée par la combustion d'un petit amas de poudre, pour savoir si 1 gramme de poudre en présence de 10 barres d'oxygène, quelle est l'énergie réelle qui va être transmise dans le substrat. Donc pour ça, on a également donc, développé une installation expérimentale dans laquelle on a une enceinte sur laquelle on peut monter la pression jusqu'à 40 bars, dans laquelle on vient déposer un petit amas de poudre d'épaisseur et de volume donc connu, qu'on vient allumer avec notre laser, et on suit le champ de température donc en face arrière du substrat, de manière à pouvoir mesurer l'évolution temporelle donc du chargement thermique généré par la combustion du volume de poudre. Alors le substrat utilisé est un substrat en cuivre, de manière à être sûr qu'il y a l'avantage de ne pas interagir avec l'oxygène, donc de manière à être sûr que ce qu'on mesure, c'est bien la combustion qui est libérée par la combustion de la poudre, et non pas par la combustion du support. Donc ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que, en particulier, donc là ce qu'on voit, c'est l'effet de la pression, ou pour la combustion de 1 gramme de poudre, ce qu'on observe, c'est que quand la pression augmente, la température maximale augmente, et de même la vitesse de combustion augmente, puisque donc à basse pression, on a la courbe qui est ici, alors qu'à haute pression, on voit que le maximum donc, se rapproche du moment du dépôt d'énergie, et la température max atteinte est beaucoup plus élevée. Alors un autre résultat intéressant, c'est les vidéos qui sont illustrées ici. C'est l'effet du matériau. Donc on a fait des manips sur du fer pur, sur un acier inoxydable, donc, qui est du 316L, et sur un matériau donc, qui est l'Inconel 625, qui est considéré comme un matériau d'exemption, c'est-à-dire que pour l'industrie gazière, on considère que ce matériau-là, en fait, en présence d'oxygène, ne brûle pas. Mais en fait, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que sous forme de poudre, en gros, tous les matériaux brûlent. C'est-à-dire que donc, pour le fer pur, c'est la vidéo qu'on a ici, donc avec un dépôt d'énergie initiale d'une vingtaine de joules qui allume quelques particules qui, par combustion, vont se propager à ses voisines et entraîner la combustion de l'ensemble de l'amas de poudre, donc on va avoir la combustion complète. Mais de même sur le 316L, qui est un acier inoxydable, ou même sur de l'Inconel 625, on arrive à avoir la combustion de l'ensemble de l'amas de poudre avec un dégagement d'énergie qui peut être significatif. De même, on a regardé sur des particules partiellement oxydées, où on a pu mettre en évidence, donc on avait également donc, un dégagement d'énergie. Par contre, si on prend des particules qui sont entièrement oxydées à cœur, c'est-à-dire où tout le fer a déjà réagi avec de l'oxygène, on ne va pas avoir de combustion. Donc à partir de ces courbes de température, donc par une méthode inverse, les profils de température mesurés en face à envers, on a développé un modèle thermique qui permet de simuler, de reproduire les courbes enregistrées sur de la combustion sur un substrat de cuivre, et par une méthode inverse, basée sur la méthode de Levenberg-Marquardt. Donc, on a pu identifier quel était le profil de chargement thermique qui permettait de reproduire ce profil de température. Donc, estimer quel était le profil de chargement thermique qui était généré par la combustion d'un amas de particules sur un substrat de cuivre. Et donc, les conclusions, c'est qu'il y a un effet significatif de la pression, qui augmente la température max, l'énergie libérée et la vitesse de combustion. Sur l'effet du matériau, puisque toutes les poudres brûlent, et sur l'effet de la géométrie de l'amas. À volume égal, on a pu mettre en évidence que si on avait une grande surface, on allait avoir une combustion beaucoup plus rapide qui allait transmettre plus d'énergie dans le substrat, alors que si on a un substrat avec une épaisseur assez importante, en fait, l'épaisseur de poudre, comme elle a une conductivité qui est relativement faible, joue un peu un rôle de barrière thermique et va limiter le transfert d'énergie dans le substrat. Donc on a appliqué ça
au chargement donc à une paroi mince, donc sur la base des modèles qu'on avait réalisés initialement. Et donc on a pu mettre en évidence donc la géométrie et le matériau, donc en particulier sa conductivité, avait une importance critique. Donc par exemple un acier qui a une conductivité élevée, donc va plus facilement dissiper la chaleur qui est apportée donc par la combustion des poudres et se déformer, mais pas forcément percer, contrairement à un acier inoxydable qui, avec une conductivité plus faible, va concentrer plus localement l'énergie et avoir une élévation locale de température plus importante, qui va potentiellement donc être plus catastrophique, puisqu'elle va amener à une perte de confinement. Et donc ça, c'est des exemples en fait d'essais qui avaient été réalisés dans les années 80. Donc pour les conditions identiques de poudre et de pression, un acier bas carbone ne perçait pas, alors qu'un acier inoxydable menait à la perte de confinement. Donc voilà, la dernière étape, donc c'est qu'est-ce qui se passe après le percement. Donc c'est étudier les phénomènes donc, de propagation de la combustion après le percement, donc et déterminer dans quelles conditions la propagation est entretenue. Donc elle va être entretenue si les pertes thermiques donc, sont inférieures à l'énergie d'oxydation qui est apportée par la réaction fer plus oxygène, auquel cas donc on va avoir propagation, et il faut que du matériau non oxydé rentre en contact avec de l'oxygène. Alors dans les conditions réelles, donc sur ce qu'on observe, donc c'est des combustions de plaques, donc qui est une configuration tridimensionnelle qui est assez complexe à étudier. Donc c'est la vidéo qu'on voit ici, donc où on a, alors ça c'est déjà fini, elle va recommencer. Donc où là, dans le cas de la fusion d'un disque bas carbone, donc on va avoir à l'image de la surface combustion, et on est dans une configuration qui est tridimensionnelle et très complexe. Donc pour avoir une approche simplifiée, pour mettre au point des modèles, donc on est parti sur une géométrie plus simple, proche d'une configuration monodimensionnelle, donc le barreau suspendu. Donc cette configuration, donc c'est celle qui est utilisée dans le test de référence de la NASA, donc qui est le test ASTM G124, où on a un barreau vertical donc qui est allumé par une charge pyrotechnique sur sa partie inférieure, et donc après on observe donc la vitesse de propagation. Mais dans les limitations de ce test, donc c'est que l'énergie transmise n'est pas maîtrisée, il est peu reproductible et on n'a pas d'accès à la phase d'initiation. Donc les seules infos auxquelles on accède, c'est la vitesse de propagation et une classification burn-no burn des matériaux. D'où l'intérêt d'un allumage laser par chauffage de l'extrémité inférieure du barreau. Donc on a validé ce concept dans le cadre d'un montage qui fonctionne actuellement à la pression atmosphérique. Donc où le faisceau laser donc, est replié par deux miroirs et vient chauffer la partie basse du barreau. On peut mettre un flux de gaz autour de ce barreau. On a un petit système de détection qui permet de détecter l'allumage et le détachement de gouttes de manière à venir activer un système qui va protéger le miroir de repli. Et on utilise deux caméras, donc une caméra latérale donc, qui observe la propagation et une caméra qui observe l'extrémité basse du barreau pour étudier la phase d'allumage. Donc les premiers résultats qu'on a obtenus donc, sur des barreaux, c'est déjà on a pu valider le fait qu'on pouvait avoir une très bonne sensibilité sur l'énergie nécessaire à l'allumage d'un barreau. Puisque donc dans le cas où on n'a pas de propagation, donc c'est la courbe qui est ici en vert, donc on chauffe le barreau, on a une montée de température, mais dès qu'on arrête le laser, donc ça refroidit, le volume de métal qui est à l'extrémité de barreau n'est pas suffisant pour entretenir la combustion, et celle-ci s'arrête, et puis donc on a le volume de la goutte qui diminue. Par contre, si l'énergie apportée est suffisante, donc la goutte va être suffisamment grosse pour que le volume de matière va générer suffisamment d'énergie pour que la combustion continue. Et donc, on va avoir combustion complète de la goutte jusqu'à son détachement. Et une fois détaché, le volume de matière qui reste en fusion est suffisant pour amorcer une deuxième goutte et donc conduire à la combustion complète du barreau. On a donc une grande sensibilité à l'énergie d'allumage. Donc les conclusions et perspectives donc après actuellement donc c'est que la source laser est un dépôt d'énergie contrôlé utile donc pour activer la combustion, l'oxydation rapide des métaux. Donc on dispose de moyens expérimentaux donc pour caractériser la tenue de parois minces sous pression, caractériser l'énergie transmise par la combustion d'un mode particule,
Et actuellement, donc, on a un test de combustion du barreau à la pression atmosphérique. Et à venir, donc c'est une thèse qui va démarrer là, en décembre. Donc on va pouvoir venir travailler donc, sur le barreau sous pression et essayer d'étudier aussi la combustion de barreaux de petit diamètre. Aboutir à un modèle 3D donc, de la combustion d'un barreau et éventuellement donc, aller jusqu'au transfert donc, de ces modèles à la combustion de plaques, avec une difficulté quand même qui reste à lever, donc c'est être capable d'identifier les paramètres de diffusion et de transport de l'oxygène dans un métal liquide de manière à avoir des modèles réalistes. Voilà. Et alors pour finir, donc on a une approche complémentaire, donc il y a la combustion de billes, où en fait on part d'un petit volume qui fait en gros 3 mm de côté d'acier, de fer pur, qu'on vient allumer avec le laser, et puis on observe donc sa combustion. Donc je vous laisse suivre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais donc passer la parole à Morgane.